Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir et conclure le podcast de la semaine dernière qui évoquait la visite de Xi Jinping en Corée du Nord pour rencontrer son homologue Kim Jong-un. Nous avons commencé ce podcast la semaine dernière par un rappel historique des relations entre les deux empires, les deux pays, les deux territoires, entre la Chine et la Corée, des relations anciennes et profondes, faites du point de vue de la Chine, de conquête, de tentatives de colonisation, de passage à un système tributaire, de colonisation sous les Qing, de conquête impériale sous le Japon et de division du pays au moment de la guerre froide. Donc on va revenir à ce moment-là, avec la guerre de Corée. Donc, ce qu'on peut noter à ce moment-là, c'est que le consolidement stratégique entre la Chine et la Corée du Nord intervient aussi dans un contexte de rupture sino-soviétique de la fin des années 1950. Mao reproche à Khrouchtchev la critique du culte de la personnalité entourant Staline, et en 1961, la Chine dénonce formellement l'abandon du communisme en russe comme l'œuvre de traîtres révisionnistes. Je cite, la même année, la Chine et la Corée du Nord signent le traité d'assistance et de coopération mutuelle, donc c'est cette année-là, 1961, et c'est pourquoi donc Xi Jinping s'est rendu à Pyongyang pour le 65e anniversaire de ce traité. On voit que l'origine de ce traité, c'est donc cela, il se situe dans le contexte en fait d'une Chine qui est en conflit avec la Russie, dans le contexte d'une Chine qui devient le principal atout, le principal soutien, le principal support de la Corée du Nord. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, que ce traité et la commémoration de ce traité et le fait que Xi Jinping, en 2026, ne se doit déplacer pour l'instant que dans un seul pays, c'est la Corée du Nord, pour cet événement-là, c'est quelque chose qui, évidemment, a son poids et son signification. Donc, le traité d'assistance et de coopération mutuelle, alors bien sûr, ça paraît peu de choses, étant donné l'immensité de la Chine et la petitesse de la Corée du Nord, mais en réalité, c'est le seul pacte de défense que la Chine a conclu avec un autre pays. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que la Chine n'a aucun pacte militaire avec un autre pays, aucun contrat de défense, alors que les États-Unis en ont un très grand nombre, notamment avec le Japon et les Philippines, par exemple. La Chine n'en a qu'un avec la Corée du Nord. Donc c'est quelque chose qui évidemment, donc ça signifie quoi? Ça signifie que qui attaque la Corée du Nord attaque aussi la Chine de ce point de vue-là, de même que normalement si quelqu'un attaque les Philippines, ils attaquent aussi les États-Unis, ou le Japon aussi les États-Unis. C'est un pacte de défense de cette nature-là. Alors ensuite, lors de la révolution culturelle, la relation s'est détériorée entre les deux. Donc le Parti des travailleurs de Corée qualifiant Mao Zedong de vieux fou qui a perdu la raison, tandis que les gardes rouges qualifiaient, Kim Il-sung de gros révisionniste. Et il y a toujours, évidemment, ce débat entre qui est le plus révisionniste des deux. Et ce débat a évidemment été gagné par la Corée du Nord, si l'on peut dire, puisque avec la réforme et l'ouverture du pays sous Deng Xiaoping, ce fut maintenant au tour de la Corée du Nord de dénoncer le révisionnisme historique et la trahison des principes communistes de la Chine. Donc finalement, la Corée du Nord est le seul qui est resté pur après donc la glasnost soviétique, après le réformisme de la Chine. C'est du moins la perspective qui peut être celle des dirigeants nord-coréens. Ensuite, à partir des années 2000, la Chine a commencé à jouer une sorte de partition stratégique au niveau mondial qui consiste d'un côté à s'intégrer au concert des nations et de l'autre à aider au développement de son allié. En effet, d'un côté, la Chine a enjoint
le Sud et le Nord à l'entente pacifique et a condamné le programme de nucléarisation du régime de Kim Jong-il. De l'autre, le Pékin, en réalité, n'a cessé d'aider Pyongyang à contourner les sanctions de l'ONU. Donc, d'un côté, elle collabore à la mise en place donc du régime de sanctions à l'ONU pour asseoir son prestige international. De l'autre, sur le plan réel, en fait, elle les contourne. Encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, donc il faut comprendre que la Corée du Nord est en situation de dépendance économique totale. 95% de son commerce et 85% de ses exportations viennent de la Chine. Et aussi, ce que Pékin a fait, c'est aussi aider Pyongyang donc à contourner les sanctions de l'ONU sur le plan économique, puisque la Chine sans la Chine, évidemment, le régime se serait effondré depuis très très longtemps, puisqu'on vient de dire, c'est 95% du commerce total, c'est lié au rapport à la Chine. Et surtout, la Chine a aidé Pyongyang à contourner les sanctions de l'ONU au niveau énergétique, en violation notamment de la résolution 2371 du Conseil de sécurité sur la vente du charbon et autres matières premières. La Chine, on le sait, n'a cessé de pourvoir le pays en matière énergétique, évidemment, sauvant le régime ainsi de facto pendant toutes ces années, tout en même temps, encore une fois, étant aussi participant à la déclaration de ces résolutions à l'ONU. D'un côté, elle montre qu'elle participe au concert des nations et veut un ordre mondial libéral. De l'autre, en réalité, elle aide la Corée du Nord à y échapper. Donc aussi, on peut noter une aide d'une certaine manière. Donc là, c'est un peu plus complexe, peut-être au niveau moins indirect, via le Pakistan, dont le projet nucléaire a été assisté par Pékin contre New Delhi à la création d'une arme nucléaire, puisqu'on sait qu'il y a une relation Pakistan-Corée du Nord pour le développement de l'arme nucléaire. Au départ, ça s'est documenté. Or, le principal allié de Pékin dans cette région, c'est le Pakistan. On ne peut pas imaginer ici un transfert, et c'est Pékin qui a permis le développement du nucléaire pakistanais. Donc on ne peut pas imaginer véritablement un transfert Pakistan-Corée du Nord sans, au minimum, un accord de la Chine. Donc, par exemple, cette aide militaire à Pyongyang est documentée. Aussi, on mentionne par exemple le fait que les camions de transport chinois sont utilisés pour plusieurs missiles nord-coréens, ou la conception de l'ogive biconique du Hwasong 14, qui est aussi de facture chinoise. Alors, certes, la Chine de Xi Jinping, comme tout empire expansionniste, n'aime pas voir ses alliés courtiser d'autres puissances, comme Kim Jong-un a appris à le faire avec la Russie. Pourtant, alors que la Chine a déclaré qu'elle refusait une défaite russe en Ukraine, il n'est pas sûr qu'elle voit d'un mauvais œil donc l'aide nord-coréenne à Moscou. C'est-à-dire, on sait qu'au début de la guerre en Ukraine, il y a eu un grand nombre de papiers disant que seule la Chine pouvait servir de médiation entre la Russie et l'Ukraine. En réalité, la Chine a toujours été du côté de la Russie et aussi le fait que la Corée du Nord aide Moscou par l'envoi de soldats, 2300 soldats nord-coréens sont déjà morts sur le front ukrainien, ou de munitions, c'est pas forcément quelque chose que Pékin voit d'un mauvais œil, parce que ça aide son allié russe, même si évidemment le point négatif, c'est que ça permet aussi à Pyongyang de trouver une forme d'indépendance par rapport à la Chine, et ça, Pékin veut aussi le limiter. Donc, Pékin, ici, comme pour d'autres plans, sur le plan militaire et sur le plan économique ou énergétique, elle peut dire à la fois qu'elle peut pas contrôler son allié, tout en même temps fermant les yeux et en le laissant faire. Donc, on l'a dit, c'est aussi pour la même chose pour le nucléaire. Tant que l'ONU, soutenue par les États-Unis, était puissante, la Chine enveloppait ses échanges avec Pyongyang du langage de la dénucléarisation. C'est-à-dire, toujours, il y avait des appels à dénucléariser. C'est encore le cas lors de la première visite officielle de Xi Jinping en Corée du Nord, en juin 2019, 14 ans après celle de Hu Jintao. Donc, on voit que ces visites en Corée du Nord, il y a eu déjà 2
par Xi Jinping, alors que au niveau, pendant longtemps, 14 ans, aucun dirigeant chinois ne s'y était déplacé. Donc en 2019, Xi Jinping disait « La question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne peut être résolue si la Corée du Sud et les États-Unis répondent à nos efforts avec bonne volonté, créent un climat de paix et de stabilité, prennent des mesures progressives et synchronisées pour la réalisation de la paix. » Autrement dit, ici, la Chine joue évidemment un jeu assez fin en disant que oui, la Corée du Nord doit se dénucléariser, mais à condition finalement que les États-Unis n'aient plus quittent les Corées du Sud, que les bases américaines quittent la Corée du Sud. Et là, alors peut-être on peut commencer à parler de dénucléarisation. Autrement dit, ça met donc la faute de la non-dénucléarisation de Pyongyang sur les États-Unis et leur présence en Corée du Sud. Donc aujourd'hui, il est très probable, donc on peut déjà parler d'état nucléaire pour Pyongyang, pour la Corée du Nord. Et de fait, en 2026, la dénucléarisation n'entre plus du tout en ligne de compte dans les relations de Pékin à Pyongyang. Et une semaine avant l'arrivée de Xi Jinping, la sœur du dirigeant nord-coréen, à savoir Kim Yo-jong, avait déclaré que le statut unitaire de la Corée du Nord était irréversible et, je cite, absolument non négociable. Et ça, sans réaction de Pékin. Donc on voit aujourd'hui que du point de vue à la fois de Pékin et de la Corée du Nord, on va dire le caractère nucléarisé du pays est un fait qui n'est plus remis en cause. Et ça, en fait, c'est pas simplement la faute de la Chine, hein, puisque la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Trump, de 2025-2026, a omis toute mention de la dénucléarisation de la Corée du Nord, et une première depuis 23 ans. C'est-à-dire que depuis le début de la publication de cette stratégie de sécurité nationale, c'est la première fois en 23 ans qu'il n'est pas mentionné comme but de la géopolitique américaine la dénucléarisation de la Corée du Nord. Donc il semblerait que ce soit quelque chose qui a été d'une certaine manière accepté par donc à la fois évidemment la Chine, mais sans être purement remis en cause par les États-Unis, alors que ça a servi quand même d'angle majeur de la politique. Donc si cette omission manifeste l'incapacité des États-Unis à affronter le problème, en fait, c'est une forme de reconnaissance de son impuissance à le résoudre. Donc, le problème de la bombe nucléaire, de l'armement nucléaire présent à Pyongyang, en Corée du Nord, pour Pékin, cela manifeste la prise en compte d'un fait accompli, dont l'avantage stratégique est en fait indéniable, puisque ni le Japon, ni la Corée du Sud, ni les Philippines, ni l'Australie n'ont l'arme nucléaire, et que chaque on va dire progrès de ces pays-là vers plus de militarisation et par la Chine est attaqué par la Chine. La Chine donc critique le Japon de ce militarisme, mais permet la nucléarisation de la Corée du Nord. Parce que évidemment, ça reflète un avantage stratégique évident, alors même que l'Amérique de Trump semble moins encline à aider ses alliés. Voilà. Donc c'est cette visite de Xi Jinping en Corée du Nord, on le voit, se place dans un contexte géopolitique de tension, de normalisation presque de la nucléarisation de la Corée du Nord, en tout cas par Pékin, et de relatif abandon de ce sujet par Washington. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.